Bienvenue à tous dans Multisport 24, votre émission de l'actualité sportive. Nous parlerons de boxe avec le premier championnat d'Afrique professionnel de boxe arabe qui s'est déroulé en Guinée équatoriale le 30 mai dernier. Et puis, en juillet prochain, c'est la Russie qui va abriter le championnat du monde professionnel de la discipline. On fera le point de cette actualité avec Eric Richard Bekale, président de la Fédération africaine et des îles de boxe arabe. Il s'agira également dans ce numéro de Multisport de parler de foot avec l'élection à la présidence de la Ligue de l'Est hier de football. Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Gabon 24. Bonsoir, c'est nous qui vous remercions pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler d'une discipline qui nous tient à cœur. Lilian, fraîchement revenu de la Guinée équatoriale avec votre ceinture à la forme, ça va? Oui, ça va, tranquille. On a eu beaucoup de coups et puis je pense qu'on a oublié. On va prendre quelques jours pour se reposer et pour se remettre en forme. Justement pour se remettre en forme. Mais on va faire un petit tour pour parler du premier championnat justement de boxe arabe. Le pari gagnant de la Guinée équatoriale. Retour sur la compétition dans ce sujet. Répondant au cahier de charge de la Fédération africaine et des îles de boxe arabe, le pays de Teodoro Obiang Mbazogo, le président de la Guinée équatoriale, a expérimenté avec brio sur son sol les premiers championnats professionnels de boxe arabe. Infrastructures sportives et sanitaires modernes, athlètes et autorités politiques vouées au développement du sport et de la boxe arabe en particulier ont permis à ce pays de l'Afrique centrale de recevoir et surtout de réussir cette organisation première du genre sur le continent. C'est très positif en deux cas. Premièrement, je veux me remercier la délégation gabonaise qui a permis de rentrer en Guinée autant que difficultés de nous honorer pour participer dans cet événement. Je veux aussi honorer le chef de l'État. C'est lui qui a fait tout pour que la jeunesse guinéenne puisse avoir des événements importants et des installations sportives dans le niveau international. Le ministre équato-guinéen des Sports a marqué de sa présence cette cérémonie qui a également vu la présence de Ruslan Obiang, promoteur du sport dans le pays, qui a d'ailleurs salué l'organisation d'un tel événement dans son pays, soutenu par l'expertise du Gabon en matière de boxe arabe. Avec l'organisation, avec les box, c'est bien, c'est nouveau pour nous. Avec l'équipe de Gabon qui sont venus ici, on a vu que l'expérience gabonaise c'est très fort. C'est une bonne expérience pour nous avec l'invitation qu'on a fait et fait le championnat ici. Eric Bekale, le président de la Fédération africaine et des îles de boxe arabe, a donc eu raison de faire confiance à la Guinée équatoriale pour expérimenter cette épreuve internationale et professionnelle sur le continent africain. Une compétition grandeur nature en prélude au grand gala de boxe arabe de juillet prochain dans le pays de Vladimir Poutine. Avec ce premier jet de boxe arabe sur le continent via la Guinée équatoriale, c'est la discipline qui progressivement s'affirme dans l'ADN des athlètes. Alors, Président, on vient de le voir avec vous. On a suivi ce reportage qui retrace un peu comment la compétition s'est déroulée au niveau de la Guinée équatoriale. Vous êtes président de la Fédération africaine et des îles de boxe arabe. Comment les choses se sont passées en Guinée équatoriale? C'était une première. Est-ce qu'on va dire que c'était une première aussi? Tout à fait, c'était une première. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Bon, on a eu des difficultés à rentrer en Guinée à cause des mesures barrières. Les frontières sont fermées dans la plupart des pays. Vous avez pu constater qu'il y a beaucoup de compétitions sur le plan africain qui ont été annulées, le championnat d'Afrique d'athlétisme, etc. Donc, une fois le président de la République, son Excellence Teodoro Obiang Mbazogo, a intervenu, on est rentré en Guinée et après on a été reçus comme des rois. Tout s'est bien passé, l'accueil est chaleureux. Les conditions de travail étaient les conditions qu'il faut pour un événement d'une dimension, je dirais international, parce qu'on a quand même les îles et l'Afrique, donc ça fait international. On a été bien reçus. L'organisation, le comité d'organisation a mis les petits plats dans les grands et je peux vous assurer que je fus très très heureux de ce premier jet de la Fédération africaine et des îles de boxe arabe au niveau de la Guinée équatoriale.
Et le président de la Fédération internationale aussi a suivi toutes ces activités avec beaucoup d'attention, le docteur Edi Sidiri, qui a aussi exprimé toute sa gratitude au président de la Guinée équatoriale, au ministère des Sports et à la fédération de ce pays. Et puis justement, président, à vos côtés, on a Lilian qui est champion d'Afrique de moins de 60 kilos de boxe arabe. Lilian, une première. La boxe arabe, elle est toute nouvelle ici au Gabon pour nous. C'est la première édition de boxe arabe organisée en Afrique. Et ça m'a fait vraiment plaisir de participer au premier championnat d'Afrique de boxe arabe. Comment ça se passait? Comment vous avez trouvé le niveau des athlètes guinéens? Bon, les athlètes guinéens, c'était des combattants d'abord de haut niveau parce que nous sommes plusieurs fois rencontrés dans des tournois de kickboxing et de boxe anglaise. Donc le kickboxing ne diffère pas vraiment de la boxe anglaise. On rajoute par contre des saisies et les projections. Justement, est-ce que vous avez eu le temps nécessaire pour essayer de vous adapter? Si on a rajouté les saisies et puis on a les projections également, est-ce que vous avez eu assez de temps? Très bien, ce sont les heures en salle juste qu'on a rajouté pour finir la préparation. Président, la discipline est encore toute nouvelle au Gabon, Lilian l'a rappelé. Est-ce qu'entre-temps, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que davantage cette discipline-là soit vulgarisée au niveau national? Oui, tout à fait. Hein. Il faut dire qu'on sort d'une crise quand même sanitaire qui a duré pratiquement 2 ans. Vous savez, étant un très grand journaliste sportif, que les activités sont pratiquement ralenties et certaines même arrêtées. Au ralenti, vous êtes gentil. Elles sont inexistantes dans notre pays et dans pas mal de pays, il n'y a pas que le Gabon. Donc c'est un problème international. Donc ça n'a pas permis de faire des différents championnats au niveau de la boxe arabe depuis pratiquement 2 ans, mais que cela ne tienne. Quand le gouvernement va permettre à nouveau de relancer les activités sportives, il va y avoir un championnat national de boxe arabe, une Coupe du Gabon de boxe arabe et plein d'autres galas. Donc une stratégie de communication, elle est mise en place, mais avec déjà comme sous-bassement le kickboxing, la boxe anglaise, parce qu'aujourd'hui tous nos boxeurs tournent autour de toutes ces disciplines. Même au niveau de la boxe anglaise, qui ne fait pas partie des sports de la fédération de kickboxing. Mais c'est quelque chose de positif pour notre pays parce que nous sommes 2 millions d'habitants. Donc si les jeunes peuvent tourner dans toutes ces disciplines, ça va leur faire un CV en fin d'année. Ils gagnent plus d'argent, plus d'expérience et du coup, ils sont plus compétitifs sur le plan international. D'accord. Président, il n'y avait pas que Lilian lors de ce championnat d'Afrique professionnel de boxe arabe. Le Gabon avait 4 représentants lors de cette compétition. Le Gabon s'est plutôt bien en sorti avec 2 victoires. Regardons. Opposés à la Guinée équatoriale dans la première édition des championnats professionnels d'Afrique de boxe arabe, les hommes de Roland Mayombo, le coach national, n'ont pas tremblé. Après les combats d'exhibition de lever des rideaux, le premier combat du championnat a vu la victoire au point de l'équateur-guinéen Billy Graham sur le boxeur gabonais Guilain Mouri dans les moins de 70 kg en amateur. Jérôme Ibouanga, le deuxième gabonais en lice pour une ceinture continentale et cette fois-ci en professionnel, a perdu au point face à l'équateur-guinéen Armando Molipo chez les moins de 57 kg. Boosté par Roland Mayombo, l'entraîneur national, Draganizo du Gabon s'est défait de l'équateur-guinéen Roselindo Akon chez les moins de 60 kg par jet d'éponge et donne par la même occasion la première victoire au Gabon. Sur la même lancée que son compatriote Draganizo, Michel Numongo Mouba est venu à bout de Esteban Meebou sans trop de difficultés, également sur jet d'éponge au 3e round dans les moins de 60 kg et devient le premier champion d'Afrique professionnel gabonais de la discipline dans sa catégorie. C'était un gars vraiment conditionné, c'est un championnat de haut niveau. J'ai eu de bons coachs. Mes coachs de l'équipe nationale qui ont su vraiment jauger mon adversaire et me dire ce qu'il fallait faire à chaque fois qu'on sonnait un gong. Au premier round, bon, comme on ne se connaît pas, c'est la première fois. C'est comme ça, j'ai essayé de le cadrer au premier round, mais j'ai pu le gagner. C'est pas la première fois que je gagne des combats comme ça, j'ai gagné par KO. Lamasé Komes Motou, le capitaine des boxeurs gabonais, pourtant serré à l'entame du combat, dans la catégorie des moins de 66 kg, n'a pas pu se défaire du champion équateur-guinéen Atanasi Obiang, victorieux par différence de points. On s'attendait à ça, si on allait au point, forcément la Guinée gagnait. La prochaine compétition, c'est la Russie. On va se donner à fond, on reste à travailler, c'est mort, c'est tout, et puis bon, ça va aller, c'est rien. On a le moral, ça va. Les boxeurs gabonais n'ont pas fait pâle prestation en s'en sortant, avec 2 ceintures de champion d'Afrique professionnelle acquises par KO. Une fierté pour Roland Mayombo, le coach gabonais. Satisfaction. Vous savez, quand tu es étranger, gagner, c'est pas facile. On a dû aller vraiment chercher les 2 ceintures vraiment au fond des tripes, parce qu'il a failli mettre KO. Comme on a dit au boxeur au préalable,
S'il y a échange de coups, il n'y a pas victoire. En territoire étranger, c'est difficile. Et le résultat il est satisfaisant. C'est du 50-50. Ça me rassure que les gars ont une longue carrière. Pour cette première sur le sol africain, le sport et la culture étaient au rendez-vous pour célébrer la boxe arabe et le Gabon, malgré les tracas liés au voyage entre Oyem et Malabo, la capitale équato-guinéenne, sort son épingle du jeu et affûte par la même occasion ses armes pour le grand gala de Russie en juillet prochain. Président, vous étiez normalement à 5, mais il y a un combat d'exhibition, c'est ça? Expliquez-nous un peu. Le premier combat fut un combat international amateur. C'est comme un match amical. Parce que lorsqu'on organise des championnats professionnels, on fait toujours des combats d'ouverture. Bon, on le voyait souvent en boxe anglaise. On nous disait Mike Tyson va combattre à minuit et souvent il combattait à 5 heures parce qu'il y avait plein de combats qui passaient avant, c'est sans enjeu. Mais les combats avec titre, il y avait 4. Moins de 57 kilos, moins de 60 kilos, moins de 63 kilos et moins de 67 kilos. Petite déception quand même. On a le capitaine des Panthères quand même sur qui on comptait. On avait vraiment beaucoup mis l'espoir sur lui, mais qui malheureusement a perdu. Sur 4, on a 2 ceintures. Satisfait ou bien on pouvait mieux faire? Non, bon, ce qui est sûr, c'est que le Gabon pouvait mieux faire. Parce qu'en matière de sport de combat, le Gabon est le pays classé numéro 1 en Afrique. Sport de combat, c'est-à-dire le kickboxing, le muay thai et tout ce qu'il y a, quand on mélange tout ça, le Gabon est classé premier. Et là, Ecomes, il a perdu par excès d'assurance. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est monté sur le ring avec une confiance de 100%. Extrême. Et il a géré le combat en pensant qu'il avait toujours du temps. Et quand on combat contre le pays organisateur, même quand il y a ballottage, parce que bon, il y avait ballottage, c'est le pays organisateur qui remporte, mais c'est une satisfaction. Déjà parce que la compétition, elle a eu lieu, elle a été bien abritée, la qualité de la compétition était très bonne parce qu'elle a été diffusée quand même dans le monde entier. Quand je me déplace dans un pays, c'est 2000 journalistes qui suivent mon déplacement. Donc l'image est très importante par rapport à ça. Là, on devait faire le gala à Douala dans 10 jours. On m'a montré une esquisse et j'ai dit non, parce que la qualité de la compétition représente aujourd'hui l'image qu'on veut afficher la boxe arabe. Et là, la Guinée équatoriale a fait un travail de professionnel. Donc, je suis très heureux pour ça. Mais en termes maintenant des résultats des combattants gabonais, il faut comprendre que les autres travaillent, les autres progressent. Et il faudrait que les autorités mettent beaucoup plus de moyens dans les sports qui permettent de retentir l'hymne national. Parce que la formule chez nous, elle est de privilégier les sports olympiques. Je ne suis pas contre, c'est les sports olympiques. Mais ça sert à quoi de mettre 40 millions dans un gars qui fait sport olympique si il ne va pas faire retentir l'hymne au Japon ou en Afrique? Moi, je trouve cette stratégie pas vendeuse de notre pays. Ce qui vend notre pays aujourd'hui, c'est d'abord les premiers ambassadeurs sont des sportifs. Donc, quand l'hymne national retentit, que le sport soit olympique ou pas, il faut mettre les moyens. C'est le pays qui honore de toute façon. Il faut mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir vendre le Gabon. Et en sport de combat, nous sommes classés numéro 1. Vous avez vu tous les moyens que la Guinée équatoriale, disproportionnés, qu'ils ont mis pour cette compétition. Ça a fait progresser la Guinée. Sur les 4 combats, ils ont eu 2 victoires à l'arraché. Le Gabon a eu 2 victoires par KO. Donc ça montre quand même la différence de niveau entre la Guinée Gabon et la Guinée équatoriale, justement. Mais la Guinée aussi progresse en mettant des moyens. Ils vont progresser. Mais nous, en ne mettant pas beaucoup de moyens, on va le niveau va certainement. De toute façon, Président, j'espère que les autorités sportives du pays vous écoutent et que désormais, avec ces trophées, ces ceintures, désormais, on va penser à mettre un peu plus d'argent dans la boxe arabe. Il nous a rejoint sur ce plateau le jeune Michel. Michel, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment allez-vous? Bien. La première fois? Oui. Qu'est-ce que ça fait? Je suis très content de ma performance. C'est ma première fois que j'ai fait une compétition internationale. Et de ce quoi, c'est aussi à cause de mon âge. Je suis très content de ma performance. Ça fait combien d'années déjà vous avez commencé à pratiquer? Ça fait 5 ans. 5 ans? Bon, on parle à la 5e année. Il faut préciser quand même que le jeune Michel n'a que 17 ans. Oui,
Il n'a que 17 ans, ça fait 5 ans qu'il pratique. C'est un génie des sports de combat, donc c'est un phénomène. C'est vraiment un phénomène. Il a battu un boxeur guinéen quand même qui est un habitué des circuits professionnels, comme l'a dit Lilian. Ces boxeurs se connaissent parce qu'ils se rencontrent dans les différents galas sur le plan international et africain. Et là, Michel a fait preuve d'une maturité incroyable sur le ring. C'était pas évident. L'ambiance était à l'apothéose, etc. Donc, il représente un gros espoir pour la discipline au niveau du Gabon? Oui, tous sont des jeunes de très gros espoirs. Même Lilian, il a été champion d'Afrique professionnel de kickboxing aussi à 19 ans. Très jeune. Très jeune. Aujourd'hui, il a 24 ans, mais il a une expérience qui est aussi longue qu'un bras. Donc, c'est vous dire quand même que... Mais ce jeune-là, lui, peut rentrer dans l'histoire internationale de la boxe arabe. Parce que si à Moscou, il gagne la ceinture, il va faire la même année champion d'Afrique, champion du monde. Ça va être... C'est juste... C'est juste waouh. Hein. Ouais. Donc, Michel, comment la famille a accueilli, comment vous accueillez quand vous êtes revenu de la Guinée équatoriale avec votre ceinture? Bon, pour le moment, je suis de Port-Gentil. Je ne suis pas encore arrivé à Port-Gentil depuis que je suis arrivé de la Guinée équatoriale. Les parents appellent, les appels vidéo, tout le monde est content? Oui. Vous avez des parents qui vous encouragent dans la pratique du sport? Mon papa, ma maman et la grande sœur de mon papa. Et ma maman. C'est très intéressant, Président. Il revient de Port-Gentil. Ça veut dire que le regard n'est pas seulement posé sur Libreville. Vous regardez un peu partout pour dénicher les talents dans la boxe arabe. Bon, pas seulement dans la boxe arabe. Nous avons 5 ligues. Maintenant, la différence se fait sur le travail qui est fait dans les différentes ligues. Et il fut un moment, par exemple, au niveau du kickboxing, l'Estuaire était le pourvoyeur des combattants champions du monde et champions d'Afrique. Là, apparemment, la balance est du côté de Port-Gentil parce qu'il y a un travail formidable qui a été fait par le président de la Ligue, M. Randinze. Je peux vous assurer qu'avant le Covid-19, ils étaient à un rythme de 1 gala chaque week-end. Wow. Et donc, ça a fait prendre l'expérience, ça a permis de faire la promotion de ces disciplines. Et les jeunes se sont inscrits dans des salles. Lui, il a été détecté lors d'un gala. Il avait mis un international gabonais KO. Donc déjà, il avait 16 ans à cette époque, ou voire même moins. Donc Port-Gentil aujourd'hui, les champions d'Afrique, c'est... Oui, ils ont amené trois boxeurs sur les 5 et ils ont eu 2 ceintures de champion d'Afrique et l'autre a perdu en combat d'exhibition. Donc on va dire qu'aujourd'hui, ils ont la main en matière de boxe. De toute façon, c'est une belle histoire, surtout pour Michel qui est tout jeune. On espère que davantage, on espère déjà qu'en juillet, tu vas nous ramener une médaille de champion du monde de boxe arabe. Et puis justement, après la Guinée équatoriale, les athlètes gabonais ont désormais la tête tournée vers la Russie qui, en juillet, va accueillir le championnat de boxe professionnel arabe. On regarde. Quelques mois, la Fédération des Russies accueillera les championnats du monde arabe de boxe. Avec cette nouvelle compétition d'envergure organisée sur son sol, la Russie confirme sa place sur le podium des pays les plus attractifs sur le plan sportif depuis près de 10 ans. Plus de 500 chaînes internationales et près de 1600 médias et journalistes assureront la couverture médiatique de ces mondiaux de boxe arabe qui vont réunir plus de 500 combattants et mettre en jeu 244 titres. Ce gala au pays des Tsars conforte ainsi la place de la Russie dans le Gotha des grandes nations de sport. Selon une étude publiée sur sportcall.com, une société d'analyse du marché du sport depuis 2012, la Russie fait partie des pays les plus attractifs pour la tenue des grands événements sportifs. Et à juste titre, le pays de Vladimir Poutine, lui-même adepte de sport, a accueilli de nombreuses compétitions majeures depuis bientôt 10 ans. En 2013, la ville de Moscou a été l'hôte des 14e mondiaux d'athlétisme, une compétition à laquelle la Russie a terminé 2e en termes de médailles derrière les États-Unis. La même année, Kazan, la capitale du Tatarstan, a abrité les Jeux universitaires d'été. En 2014, la station balnéaire située sur les rives de la mer Noire, Sotchi, est choisie pour arbitrer les 22e Jeux olympiques d'hiver. C'est là d'ailleurs la 2e fois que les Jeux olympiques se tiennent en Russie, après les Jeux d'été de 1980. Mais la première fois qu'ils sont organisés dans la Fédération des Russies depuis l'éclatement de l'URSS, avec l'organisation de la 21e édition de la Coupe du monde de football, la Russie se retrouve en tête du classement pendant la période de 2013 à 2018, selon l'étude intitulée « Influence sportive globale » de sportcall.com.
Ainsi, plus de 200 experts de différents pays participant à l'étude ont pris en compte 700 événements sportifs internationaux majeurs entre 2007 et 2018, sujets à rotation, leur attribuant les valeurs en fonction de leur impact économique, socio, sportif, médiatique et écologique. En outre, selon cette même étude, le leader du classement 2007-2012 est la Chine, qui a organisé les Jeux olympiques de Pékin en 2008, les Jeux asiatiques en 2010, les Jeux universitaires d'été en 2011 et obtenu le droit d'organiser les Jeux olympiques de la jeunesse en 2014 et les championnats du monde d'athlétisme en 2015. La Grande-Bretagne, qui a accueilli les Jeux olympiques d'été en 2012, organisé les Jeux du Commonwealth en 2014, la Coupe du monde de rugby en 2015 et les mondiaux d'athlétisme en 2017, se classe deuxième dans le classement pour la même période. Avec l'organisation de ces championnats du monde de boxe arabe, la Russie conforte sa place de grande nation attractive sur le plan sportif. Monsieur le Président, nous venons de le suivre dans ce reportage. La Russie est quand même une grande nation sur le plan sportif. Fini la Guinée équatoriale. On a désormais la tête tournée vers la Russie. À peine arrivé de la Guinée, qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement? Bon, déjà, comme vous l'avez si bien dit, fini la Guinée équatoriale. Mais la Guinée équatoriale était quelque chose de très, très important pour nous parce que c'est la première édition du championnat d'Afrique de boxe arabe. Et les îles. Cette formule qui est très importante pour moi parce qu'à travers la boxe arabe, je travaille sur l'émancipation de l'Afrique. Je travaille sur l'image de l'Afrique. Je travaille sur l'image des îles. Parce que l'Afrique et les îles sont perçues en général par l'Occident comme des incapables, des assistés. Donc moi, quand j'ai été mis à la tête de la Fédération internationale de boxe arabe comme vice-président en charge du management, et quand j'ai créé la Fédération africaine de boxe arabe, puis qui s'est transformée en île, c'est pour s'entourer des meilleurs Africains et des meilleurs enfants de la Jamaïque, de Cuba, etc. Tout ce qui tire leurs origines d'Afrique, pour pouvoir montrer au monde occidental que l'Afrique aussi a la matière grise. On peut être leader dans une discipline. Le football, vous savez que c'est l'Europe qui commande, le basket, c'est l'Amérique. Mais je vous promets que l'Afrique, ça va être notre affaire à nous. Le sport de combat. Et c'était mes objectifs, de pouvoir impacter justement la vie du monde à travers la boxe arabe. Et nous sommes en train d'avancer step by step. Je dirais plutôt bien. Je suis très enthousiaste sur ce challenge qui m'est personnel. Et la Russie, comme vous l'avez déjà dit en introduction, est la rencontre qui va permettre de gagner 10 ans. Parce qu'en Russie, il n'y a pas que le gala sportif, il y a la phase économique. Je me rends en Russie avec 200 ou 300 hommes d'affaires africains qui vont à 90%, pour ne pas dire 99%, se faire financer par le monde russe, le monde d'hommes d'affaires arabes, enfin bref, tous les pays qui sont adhérents au centre stratégique. C'est 42 pays, des pays émergents. C'est vous dire qu'on a réussi à mobiliser beaucoup de personnalités internationales qui vont pouvoir financer ces hommes d'affaires. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est éviter que les jeunes Africains prennent des bateaux, se noient parce qu'ils veulent aller en Espagne, parce qu'ils veulent aller en Allemagne, etc. Si vous arrivez à créer des hommes d'affaires africains qui soient très riches, ben les jeunes n'auront plus envie d'aller en aventure. Parce qu'il va voir que Jean-Paul qui était au quartier avec lui, aujourd'hui il a une épicerie, après il a une chaîne de restauration, etc. C'est l'objectif. Quand vous amenez 200, 300 hommes d'affaires, imaginez le nombre d'emplois qu'on va créer en Afrique. Donc j'utilise la boxe arabe pour pouvoir contribuer de façon consécutive également à l'émancipation de l'Afrique et des îles. Et j'ai le soutien total du président Edi Sidiri qui, avec moi, on a une vision commune. On forme vraiment une paire. C'est comme quand on met des chaussures, s'il manque un pied, vous sentez la différence. Bien sûr. On fonctionne un peu comme ça. Et je tenais quand même à le préciser vraiment avant de répondre à votre question. En matière maintenant de sport, la Russie va être la plus grande compétition jamais organisée au monde par la Fédération internationale de boxe arabe. L'objectif de cette compétition est plus un objectif marketing. C'est-à-dire,
nous allons avoir dans 250 ceintures. Ça ne s'est jamais fait dans aucune discipline 250 ceintures. Ouais. Mais 250 ceintures, ça a un coût de marketing très important qui frise les Jeux olympiques. Parce que qui dit 250 ceintures, dit 500 nations qui vont s'affronter, ou à peu près, si ce n'est pas 500, c'est 300 ou 400, parce qu'il y a des pays qui ont 2, 3, 4 boxeurs. Donc ça va faire quoi? Ça va lancer un message au niveau de l'international. Tous les pays du monde vont se coacher là-dedans parce qu'un pays sur 3 ou sur 4 aura un représentant qui va pouvoir compétir au niveau de la boxe arabe. C'est très important pour nous. C'est pourquoi je parle de l'aspect marketing aussi, pour pouvoir gagner 10 ans sur l'avancée, sur l'émancipation de la boxe arabe. Et c'est pourquoi il y a une compétition amateur, une compétition professionnelle. Les Gabonais, je les ai inscrits en amateur, les 4 qui vont participer, et Ecomes Metoa, Ibouanga Jérôme, les Huissian Nzamba et Ezekiel Yelondo. À cela vont s'ajouter les 2 champions d'Afrique professionnels. Julien Michel. Oui, oui, et au niveau de la Guinée, c'est la même formule. Il sera aberrant d'être champion d'Afrique et ne pas faire le championnat du monde. Donc c'est un coût important pour nous. Nous allons recevoir près de, je ne sais pas moi, plus de 2000 ou 2000 médias. Donc on est en concurrence avec les Jeux olympiques sur ce coup. Merci, Président. Nous espérons simplement que le Gabon fera bonne figure, comme ça a été le cas déjà en Guinée. On souhaite bonne chance aux jeunes, surtout à Michel, mais également à Lilian, qui est un habitué des compétitions. Nous espérons simplement que lors de cette compétition du côté de la Russie, le Gabon va davantage nous rapporter des médailles. Fin de cette première partie. Petite pause fraîcheur, on se retrouve juste après. Deuxième partie de votre émission Multisport 24. On l'ouvre avec cette grosse question. Qui sera le prochain président de la Ligue de football de l'Estuaire? En attendant la réponse, Paul Kissani, l'un des candidats, nous a accordé un entretien. Suivons. Le problème qui se pose en réalité, il est connu, c'est l'irrégularité de la commission électorale qui, normalement, devrait garantir à tous les candidats, si vous voulez bien, des garanties de transparence et puis surtout de respect des textes. Les statuts ont été violés, ça c'est une évidence. Le code électoral actuel ne peut pas nous permettre d'aller aux élections. Dans ce cas, effectivement, moi je pense aujourd'hui qu'il faut voir comment on peut s'acheminer vers un congrès qui pourrait, de mon point de vue, être la solution, c'est-à-dire le congrès, en mettant en place une nouvelle commission électorale, puisque c'est ce que les statuts disent, et puis qui va nous redonner un nouveau chronogramme. Et puis, de mon point de vue, on va pour prendre en support le code électoral de la FEGAFOOT, qui d'ailleurs dans son préambule 2 dit que ce code de la FEGAFOOT s'applique aux ligues également. Parce que, à la lecture de ce code électoral, comme je vous l'ai dit, et comme j'ai dit à la conférence de presse, il est caduc. Il y a tellement de contradictions. Or, dans le préambule 1 de ce code électoral, on dit bien que ce code électoral doit être en conformité avec les statuts de la FEGAFOOT, de la LFE. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas aller aux élections dans ce contexte-là. Et c'est d'ailleurs, excusez-moi de le dire, ce qui me pousse aujourd'hui à pouvoir encore avoir un peu plus d'énergie auprès du collège électoral. Pour donc les clubs qui participent au collège électoral, les clubs qui vont nous voter, voilà des réformes à faire demain. C'est-à-dire, aujourd'hui, emmener des conditions transparentes dans une élection et puis refaire ce code électoral qui doit être adopté au Congrès, pas par le COMEX comme ça a été le cas, et approuvé par la FEGAFOOT. Le COMEX qui est encore en cours, donc le comité exécutif de la Ligue, a plus ou moins pris sur elle à outrepasser ses prérogatives. Ça, c'est la première chose. De mon point de vue, je crois aujourd'hui qu'il n'y a que le congrès ordinaire qui peut résolutionner ces difficultés. Et le congrès ordinaire, l'ordre du jour est statutaire. Et il faut simplement reprendre cet ordre du jour à échéance du mandat, puisque en réalité, les statuts sont clairs. On dit pour l'élection du COMEX et du bureau, des vice-présidents et tout, il faut qu'ils arrivent à la fin de leur olympiade. Donc il n'y a pas
si vous voulez bien, une temporalité qui n'est pas prévue. C'est prévu dans les statuts. Donc on arrive au terme, on fait un congrès ordinaire qui, lui, avec l'ensemble des électeurs, vont pouvoir mettre en place une commission électorale qui, elle, va donner le chronogramme. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, on s'achemine vers un contentieux. On ira aux élections, mais avec un contentieux, de mon point de vue, puisque moi, j'ai pris mes conseils au Gabon et à Paris, et je pense que ça va pas se passer comme vous le voudrait aujourd'hui le COMEX sortant. La solution, comme je vous l'ai dit, c'est que nos autorités, la Fédération gabonaise de football, la première, qui a validé ce code électoral en lieu et place du Congrès, la direction générale, si vous voulez bien, la direction provinciale du sport et la direction générale du ministère des Sports, je pense qu'ils peuvent regarder les textes et puis pour apaiser cette élection, parce que c'est quand même une élection importante, il faut le reconnaître, pour qu'on aille, si vous voulez bien, pour la légitimité du futur président. Vous savez, la loi d'orientation sur le sport, aujourd'hui, incite les mécènes, les entreprises à pouvoir financer dans le sport. Comment voulez-vous que les entreprises financent dans le sport des présidents qui sont mal élus? C'est le problème que nous avons eu dans les précédents, dans tout ce qui a été fait avant. Aujourd'hui, un ton a été donné par le ministre des Sports, par le Premier ministre, par le chef de l'État. On ne peut pas tirer toujours vers le bas. Il faut aujourd'hui qu'on avance et qu'on progresse. Non, j'ai compris effectivement, et ça je ne le savais pas, qu'en réalité ce qui est en jeu pour certains, c'est de maintenir les voix pour la présidence d'Afegafou. Ça je l'ai compris. Ce qui les intéresse en réalité, ce n'est pas de travailler pour la Ligue. Moi je ne suis pas là pour ça. Je pense aujourd'hui qu'avec tout cet imbroglio des textes, il faut aujourd'hui que la direction générale du ministère des Sports prenne sur elle de pouvoir appeler la fédération pour qu'on assainisse nos textes ou bien qu'on assainisse les élections qui se passent. Parce que sinon, malheureusement, on va avoir une élection contestée qui peut nous acheminer vers... Parce que la prochaine élection de la FEGAFOU, c'est dans, je crois, 6 mois. Donc si tout ne se passe pas bien, ça va être assez électrique pour les prochains enjeux. Donc pour un climat d'apaisement, on a intérêt tous à ce que cette élection se passe normalement pour que les prochaines élections de la Fédération gabonaise de football se passent dans les meilleures conditions. Et pour discuter de ces questions avec moi sur ce plateau, ils nous ont rejoints pour cette deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive, Multisport 24. Renan Vono de notre desk sport. Renan, bienvenue sur ce plateau. Merci, Gaël Mapessi. Et nous avons également à vos côtés M. Christian Mouiti, il est président de l'Association nationale des arbitres de football du Gabon. M. Mouiti, bonsoir. Merci bienvenue. Et bienvenue également. Enfin, bonsoir. C'était une question, M. Mouiti, qui est posée le mois prochain, j'ai envie de dire la fin de ce mois. On doit élire le nouveau président de la Ligue de football de l'Estuaire, mais il y a cette question de texte qui est importante et qui revient régulièrement. Bien, c'est une question importante parce qu'il faut rappeler que la Ligue de football de l'Estuaire, comme d'ailleurs l'ensemble des ligues, est une association qui est régie par des textes. Et le texte fondamental, ce sont les statuts de la Ligue. Ce statut, bien évidemment, permet à l'ensemble des membres de pouvoir vivre ensemble tout en veillant à ce que, au travers de leur comité exécutif, que les dispositions statutaires puissent être respectées à tous les niveaux. Et là, dans le cas d'espèce, il s'agit bien d'une élection. L'élection est encadrée par les dispositions statutaires, mais également par le code électoral qui, en réalité, doit être établi, adopté, tout en se conformant au statut de la Ligue, mais également au texte supérieur, c'est-à-dire le code électoral de la Fédération gabonaise de football et d'autres textes contraignants. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'après la publication du calendrier électoral par la commission électorale, on a constaté que le calendrier n'était pas conforme au statut. Par exemple, il est dit dans une des dispositions, l'article 35, que en termes de dépôt de dossier,
les dossiers doivent être déposés au moins 10 jours avant la date du scrutin. Bon, le scrutin a été prévu pour le 26, 10 jours avant, c'est le 26. On a constaté que la commission électorale s'est essayée de pouvoir convaincre le PNU en disant, pour des questions de temporalité, que ce n'était pas possible. Elle a certainement évoqué une probable lacune qu'elle pense pouvoir corriger. Je pense qu'elle est allée au-delà, n'est-ce pas, de ses prérogatives, parce qu'elle n'a pas vocation à réécrire le code, à corriger les lacunes ou à se substituer à l'organe qui a adopté ce code électoral. Et dans le cas présent, c'est le comité exécutif de la Ligue de football de l'Estuaire. Maintenant, ce qui est beaucoup plus grave, en fait, par rapport à la pratique, le code électoral doit être adopté lors d'un congrès. Le congrès, c'est l'organe suprême, législatif et suprême de la Ligue de football de l'Estuaire. L'organe qui réunit les clubs et les sous-ligues qui sont membres de ce congrès. Il se trouve que ce code n'a jamais été présenté lors d'un congrès. Donc c'est une véritable anomalie et qui fait dire à certains qu'il a été taillé un tout petit peu sur mesure par le COMEX, le comité électoral, par le comité exécutif de la Ligue. Le deuxième grief, et c'est beaucoup plus grave, c'est que le comité exécutif de la Ligue s'est approprié, arrogé les compétences du Congrès. En réalité, dans les dispositions de l'article 23, il est prévu que les membres de la commission électorale sont élus par le Congrès et non par le comité exécutif. Vous comprenez qu'au vu effectivement de ces différents dysfonctionnements, on va le dire comme ça, les candidats déclarés estiment que, d'ailleurs, il n'y a pas que les candidats, nous autres, nous sommes effectivement invités dans ce débat, que le code électoral actuel n'est pas conforme au statut et qui ne pourrait donc pas servir pour cette élection. On a constaté, je pense que M. Paul Kessel le disait, le code électoral prévoit par exemple au niveau des critères d'éligibilité, le lieu de résidence, c'est le Gabon. Dans les statuts, le lieu de résidence, la province de l'Estuaire. Et c'est vrai. Mais il y a d'autres points également. Par exemple, on dit il faut avoir été actif dans le football les 4 ans sur les 5 dernières années. Ça, c'est dans le code. Mais dans les statuts, on vous dira il faut avoir été, par exemple, 2 ans actif dans les 5 dernières années. Donc, c'est autant de contradictions et d'incohérences qui font dire effectivement à certains observateurs aux candidats qu'on ne peut pas aller dans une élection aussi importante avec cet environnement d'insécurité juridique. Revenons, on sait, et Paul Kessani l'a rappelé, en 2022, nous avons également l'élection du président de la Fédération gabonaise de football. Donc il faut que cette question, justement, soit réglée. On a vu un Paul Kessani, quand même assez virulent, il faut dire ça comme ça, il s'adresse avec véhémence par rapport à cette question du non-respect des textes. Est-ce qu'il faut dire qu'on peut-être imaginer que cette élection, finalement, risque de ne pas avoir lieu? Alors, si élection il y a, il risque d'avoir quand même un certain nombre de problèmes. Paul Kessani l'a évoqué, on risque d'aller à un contentieux, et qui dit contentieux dit donc qu'il y aura une marge de temps, il faudra étudier la chose, étudier la question, mais la commission électorale, donc les organes décideurs, ont déjà même à demi-mot indiqué qu'ils avaient, on va dire, il y avait une lacune qui existait, mais compte tenu du temps et par rapport à l'élection, il fallait y aller. Mais malheureusement, le problème, c'est que ça biaise un peu le jeu électoral, parce qu'il y a beaucoup de contradictions entre le code électoral et les statuts de la Ligue. Christian Moutou le disait très bien, lorsque l'on dit qu'il faut résider au Gabon, le code électoral le dit, mais les statuts de la Ligue disent qu'il faut résider dans la province de l'Estuaire, donc la province de la Ligue, la dite Ligue. Aujourd'hui, vous avez parlé de peut-être l'élection à la Fédération gabonaise de football. C'est dans 1 an. Beaucoup se posent la question, est-ce que cette élection
à la Ligue de l'SUR n'a pas aussi pour objectif de verrouiller l'élection de Pierre-Alain Mungengui qui serait candidat à un autre mandat. Et il faut aussi le dire, c'est un peu dans tous les sports, généralement l'SUR donne le ton. L'SUR est généralement la ligue qui est peut-être la mieux structurée. La plus grande. La plus grande. Un peu plus de licenciés. Et donc c'est un atout. C'est un atout. On se rappelle qu'en 2018, à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, lors de l'élection du président de la Fédération gabonaise de football, c'était la Ligue de l'Est-UR qui avait voté la première. Elle avait donné le ton et on sait ce qui s'est passé. Le président Pierre-Alain Mungengui avait remporté cette élection au second tour contre Jérôme Efonzolo. Donc aujourd'hui, il y a cette crainte de se dire, est-ce que si on va aux élections avec cet imbroglio-là, qu'est-ce qui va se passer devant? Donc pour éviter de mettre la charrue avant les bœufs, les candidats eux-mêmes, certains, estiment qu'il faut revoir, il faut toiletter les textes. Je crois que dans certaines fédérations, la période Covid-19 a permis de toiletter les textes et de voir quels étaient les problèmes liés à ces textes-là. Parce que, rappelons-le, ce n'est pas que dans le football que ça existe. Bien sûr. Depuis un moment, on remarque que lorsqu'on parle d'élection, la première question qui revient généralement, c'est le toilettage des textes. Est-ce que les textes seront conformes? Il y a quelque temps, ça s'est passé au handball, où les ligues et les clubs avaient notifié à la fédération qu'elle ne voulait plus du président et cela devait se faire à travers une AGO, une Assemblée Générale élective, d'abord ordinaire puis extraordinaire. Et finalement, les textes de la fédération disaient le contraire, que c'est au bureau fédéral d'indiquer quand devrait avoir lieu une Assemblée Générale. Maintenant, pour ce qui est le cas d'espèce de la Ligue de l'SUR, je crois qu'il faut revoir les choses parce que c'est une élection cruciale et au-delà même de l'élection, c'est aussi l'avenir de la province de l'SUR qui est en jeu parce que, rappelons-le, depuis quelques années, depuis pratiquement plus d'un an, on ne joue pas au football. Donc on reste suspendu à cette question de l'élection à la Ligue nationale de foot, la Ligue de l'SUR de football. Place à la stat de la semaine. LeBron James et compagnie pensaient rééditer l'exploit de la bulle d'Orlando et réaliser le back-to-back. Malheureusement, les Los Angeles Lakers ne verront même pas les seconds tours des playoffs NBA. Si cette contre-performance a envoyé la Nation en vacances, elle va surtout laisser un goût amer pour LeBron James qui a connu sa toute première élimination en carrière au premier tour des playoffs. Après 18 saisons NBA, 15 participations aux playoffs, 265 matchs de post-saison au compteur, le King a disputé 14 campagnes consécutives de playoffs durant lesquelles il a joué au moins une demi-finale de conférence. S'il n'avait jamais vécu depuis son arrivée dans la Grande Ligue en 2003, une élimination au premier tour, les Suns ont mis fin à 14 campagnes consécutives de playoffs durant lesquelles James a toujours dépassé le premier tour de playoff. 14-0 au premier tour, sacré bilan pour le Chosen One, qui n'a jamais joué moins de 11 matchs dans chacune de ses campagnes, n'a jamais été mené 3-2 dans une série initiale et n'a jamais perdu 2 fois de suite au premier tour de playoff. Mais désormais, c'est du passé. Si ce bilan de 14-0 au premier tour des playoffs pouvait rassurer les fans des Lakers, LeBron James n'a pu passer la vitesse supérieure. Et pour la première fois de sa carrière, LBJ ne possédait pas l'avantage du terrain au premier tour des playoffs, lui qui a toujours terminé dans le top 4 de l'Est ou de l'Ouest. LeBron James suivra donc le reste des playoffs à la maison. Difficile à vivre pour un joueur qui a disputé 14 campagnes consécutives de playoffs, durant lesquelles il a joué au moins une demi-finale de conférence. Sur Multisport 24, il n'y a pas que du basket ou de boxe arabe. Le reste de l'actualité, c'est maintenant.
Les États-Unis ont remporté la première édition de la Ligue des Nations de la CONCACAF en battant en finale le Mexique 3-2 après prolongation d'un match à suspense qui a brièvement été interrompu après de nouveaux cris homophobes dimanche à Denver dans le Colorado. C'est un penalty inscrit à la 114e minute par Christian Pulisic, fraîchement vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, qui a délivré l'équipe américaine. Les Los Angeles Clippers ont fait respecter leur statut en remportant à la maison le match 7 de leur série contre Dallas 126-111. En dépit d'un Luka Doncic encore stratosphérique, les Mavericks voient l'aventure s'arrêter au premier tour face à des Clippers amenés par leur maître à jouer, Kawhi Leonard, proche du triple-double en demi-finale de conférence. C'est un tout autre morceau qui se dressera en face de l'équipe de Ty Lue avec le Utah Jazz de Rudy Gobert, leader incontesté de la saison régulière à l'Ouest. Dans un match exhibition à Miami entre l'ex-star des rings Floyd Mayweather et le YouTuber Logan Paul, il n'y a pas eu de vainqueur. Malgré sa domination, Mayweather n'a pas réussi à mettre KO son adversaire. Invaincu en 50 combats officiels, Mayweather n'a pas été désigné vainqueur en vertu d'un règlement autorisant seulement le KO. Sanction qu'il n'a pas pu infliger à son jeune adversaire de 26 ans, tout content d'avoir tenu sur ses deux jambes jusqu'au bout des 8 rounds. Le mois dernier, dans une étude d'opinion, seulement 39% des sondés s'étaient déclarés pour les JO cet été et 59% contre. Aujourd'hui, toujours divisés sur la perspective d'accueillir les Jeux Olympiques à Tokyo cet été, les Japonais sont désormais 50% à être en faveur de l'événement, alors que la crise sanitaire locale diminue, selon un sondage publié ce lundi. Selon ce sondage du quotidien nippon Yomiuri, 50% des personnes interrogées se sont dites favorables à la tenue des JO cet été comme prévu. Eh bien, nous, on parle toujours de l'élection à la Ligue de l'Est de football. Monsieur Mouti, qui, pour répondre finalement à cette situation? Bien, la Ligue est affiliée à la Fédération gabonaise de football. Et en pareille circonstance, cette fédération a un rôle très important. Elle est là pour veiller à la régularité de ce processus électoral de manière à ce que les textes soient respectés. Cela d'autant plus que le code électoral dont on faisait allusion a été adopté par ce comité exécutif de la fédération le 25 juillet 2019. C'est un peu surprenant parce que nous le disions, ce code électoral est pourtant en contradiction avec les statuts de la Ligue de football estuaire. On est quand même surpris que la fédération ait pu adopter lors d'un congrès, que son comité exécutif ait pu effectivement adopter ce texte. Mais qu'à cela ne tienne, c'est l'instance supérieure et le code électoral type comme celui du code électoral de la FEGAFOOT et même celui de la Ligue qui est, on va dire, devenu un tout petit peu obsolète compte tenu du fait que il a été promulgué et publié le 25 juillet 2019, alors que les statuts ils sont beaucoup plus récents. Les statuts datent du 28 septembre 2019. Et les statuts ont été adoptés par le Congrès, donc par l'ensemble des membres, n'est-ce pas, de la Ligue. Donc, vous comprenez ici la responsabilité qui est celle de la FEGAFOOT dans le déroulement de cette élection. On constate que pour le moment, elle n'a rien dit. On espère que dans les jours à venir, parce qu'il y a là des violations graves et qui ne sont pas de nature à mettre les candidats en confiance, c'est évident. La commission électorale, on ne sait pas sur quelle base elle a été mise en place. Plus grave, un membre de cette commission, et peut-être plus, se retrouve être également membre de la commission électorale de la Fédération gabonaise de football. Alors que cette commission électorale, peut-être pour rafraîchir la mémoire, avait été élue lors d'un congrès. Ben, il se retrouve être nommé par un comité exécutif de la Ligue qui elle-même est subordonnée à la Fédération gabonaise de football. Donc c'est quand même assez compliqué. Comment on peut avoir
été élu au congrès de la Fédération gabonaise de football et être nommé à la Ligue de football de l'Est. C'est une incongruité et vous allez comprendre que ici, la fédération, malheureusement, je dis à tort ou à raison, est beaucoup plus et de plus en plus interpellée pour régler ce problème. Lorsqu'on a été élu lors d'un congrès, c'est le cas de la commission électorale de la Fédération gabonaise de football. Je pense que le président qui a signé le communiqué de la commission électorale de la Ligue fait partie de cette commission électorale qui avait été lors d'un congrès. Donc le congrès, c'est l'organe suprême de la FEGAFOOT. Mais comment comprendre que des gens qui ont été élus au congrès, vous le dites si bien, puissent être nommés, n'est-ce pas, au sein de la Ligue par un comité exécutif qui est subordonné à la fédération. Il y a quand même là un véritable problème qui nous laisse croire que tout ce qui se fait aujourd'hui se fait en toute connaissance de cause est fait en toute connaissance de cause par les responsables de la fédération. Il revient effectivement à la fédération de se mettre sur son dossier, même si à côté il y a effectivement la direction provinciale et vous l'avez dit, les membres du ministère également. On espère justement que les membres de la Fédération gabonaise de football vont réagir justement face à cette situation-là qui ne permet pas aux différents candidats d'être libres par rapport à cette élection. La première édition des Jeux des personnes spéciales de l'Afrique francophone s'est ouverte ce lundi à Yaoundé au Cameroun, une compétition à laquelle prend part l'équipe du Gabon. Règle Sport, donc, cette semaine s'intéresse au comptage de points chez les sourds et muets. Ballon, filet, sifflet sont là les termes qui renvoient au football, le sport roi comme on l'appelle. Salut à tous et bienvenue dans ce numéro de Règles de Sport consacré au football. Mais de quel football s'agit-il? Il s'agit du football pour personnes sourdes et muettes. Avec nous pour en parler, nous serons accompagnés de Walter Onanga, le directeur technique de l'association Agos. Allons vers lui pour plus d'explications. Le football, c'est un jeu collectif, c'est une activité collective qui se joue 11 contre 11 et qu'à la sortie de là, il faut mettre un ballon au fond de filet. Le football, à titre général, ça se joue avec les mêmes dimensions, que ce soit du côté des sourds que du côté du football conventionnel. C'est le même règlement. Mais il y a seulement une seule chose qui change, c'est le côté d'arbitrage. Mais dans l'arbitrage, comment ça se passe? Les deux juges de touche, chacun un fanion. Mais par contre, l'arbitre central, il a un fanion et son sifflet. Le sifflet, c'est pourquoi? C'est pour que ceux qui sont entendants écoutent qu'il a sifflé. Et le fanion aide aux sourds de comprendre qu'il y a faute. C'est pour cela qu'il le gesticule en faisant ce geste. Je donne l'exemple. Je siffle. Et puis, il accompagne ce geste. Ce geste, c'est pour aider aux sourds qui ne comprennent pas que non, il y a faute. Il y a 17 lois. Dans ces 17 lois sont identiques. Rien ne change, sauf l'arbitre central. Parce qu'il y a la loi 4 et la loi 5. L'autre loi parle de juge de touche. Et l'autre parle de l'arbitre central. Uniquement l'arbitre central, parce que c'est l'arbitre central qui a et le sifflet et le fanion, comme les deux juges de touche. En un seul mot, si c'est une compétition du grand chelem, de haut niveau, je donne l'exemple, la compétition qui va se passer au Kenya. Il y a presque tout le monde mélangé là-dedans. Il n'y a pas seulement que les sourds, mais à 90%, c'est les sourds. C'est ces gestes qui nous permettent de parler avec notre collaborateur.
Voilà qui est dit, voilà qui a été expliqué. Nous espérons que vous savez désormais quelle est la différence entre le football conventionnel pour personnes valides et le football pour personnes sourdes et muettes. Salut, à bientôt pour un nouveau numéro. Et puis justement, l'équipe gabonaise des sourds et muets ont fait un but partout avec le Cameroun, contre le Cameroun, lors de leur entrée en liste dans cette compétition. Pour cette deuxième partie de Multisport 24, nous étions avec Renaud Vono, journaliste sportif à Gabon 24, mais également M. Mouiti, il est président de l'Association nationale des arbitres de football du Gabon. Merci, monsieur, d'avoir été avec nous et merci surtout pour vos éclairages. C'est moi. Merci. Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Mais entre-temps, respectons les mesures barrières. La Covid-19 circule toujours. Ciao, ciao.